Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on en parlait il y a quelques semaines, l'aquaculture va mal. Ce matin, nous nous sommes rendus du côté de Congo au siège social de l'association Aquamail. On verra ce qu'il en est. En tout cas, le constat est sans appel. On en parle tout à l'heure dans ce journal avec vous Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 13 décembre. Tous les hommes politiques se sont accordés à dire que l'aquaculture serait le moteur de l'économie de demain. Mais 6 ans après sa création, il ne reste plus que des ruines. En effet, les locaux de l'association ont essuyé depuis cambriolage et saccage. Et malgré le rachat aux enchères par le conseil départemental, à l'heure où l'on parle, la filière semble bel et bien morte. Un gâchis que les futurs repreneurs auront bien du mal à réparer. Explication. Et autre moteur de l'économie de demain, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire a enfin été agréée ce jour en tant qu'association d'utilité publique. Créée en juillet 2014, celle-ci, sans cet agrément, n'a jamais pu assumer pleinement ses missions. Pourtant, le secteur devrait être créateur d'emplois et donc de richesses. Une très bonne nouvelle pour Mayotte que nous développerons au cours de cette édition. L'association Fahamou Maïcha, en partenariat avec la RSOI et la CSSM, a inauguré samedi dernier son premier distributeur de préservatifs à Dembéni. 6 autres devraient être installés d'ici la fin du mois aux 4 coins du territoire. Cette action expérimentale vise à rendre accessible 24 heures sur 24 et sur les communes Carrefour de l'île ce moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles. Plus d'informations à la fin de cette édition. Considérée à Mayotte comme le moteur de l'économie de demain, l'aquaculture peine pourtant à se développer. Et pire encore, l'association Aquamail, qui était le fer de lance de la filière, a dû être liquidée. Et malgré son rachat par le conseil départemental le 10 novembre 2015, les choses n'ont fait que s'empirer. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous nous étions rendus à Iloni afin de constater l'étendue des dégâts. Ce matin encore, nos équipes sont allées à Kungu, au siège de l'association Aquamail. Autant dire que le constat est sans appel. Les précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi, Samuel Bocher, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les images font peine à voir. Le moteur de l'économie de demain a été dépouillé, abandonné de tous après 6 ans d'une existence tourmentée. Ces locaux vandalisés représentent les restes d'une filière qui, faute de financement, n'aura jamais eu la chance de se développer. L'aquaculture est censée être le moteur de l'économie de demain. Il suffit de regarder ce que l'on fait de l'économie de demain. Malheureusement, c'est toujours la même chose, la même situation. On ne protège pas, on ne sécurise pas, et tout est pris, et tout est volé, et tout est détruit. Aquamail a été liquidé en novembre 2015, mais aujourd'hui, véritablement, on peut dire que l'association est morte. Les closeries, nurseries pour l'aquaculture à Mayotte viennent subir un nouveau grand coup, avec un cambriolage en règle, j'ai envie de dire aussi un saccage. En effet, je crois que c'est la fin définitive d'Aquamail aujourd'hui. Une fin annoncée depuis plusieurs mois, malgré le rachat aux enchères par le conseil départemental en novembre 2015. Depuis plus d'1 an, la filière agonise et les futurs repreneurs, avec notamment Régis Maceo associé à la Copemail, risquent d'avoir toutes les peines du monde à relancer la production. Il faudra voir avec les nouveaux repreneurs de la filière, à savoir Captain Alandor et Régis Maceo, pour voir s'il sera prêt et s'il sera capable de mettre la main à la poche pour relancer la boutique. Mais à mon avis, il y a énormément de dégâts. Ce que l'on peut constater, c'est que c'est une AOT de l'État, qui est loué au conseil départemental. Il n'y a pas de gardien, il n'y a personne, donc tout a été emporté. En effet, les équipements sont en ruine et le cheptel a considérablement diminué. Proche des locaux de l'association, un banga a d'ailleurs pris place en toute illégalité. Tout un symbole. Alors on l'a vu sur les images, Pierre, le constat, on l'a dit encore une fois, est sans appel. L'aquaculture va mal, très mal à Mayotte. Oui, elle va même plus que mal. On peut dire qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle est morte. Alors, on sait qu'il y a des repreneurs, mais c'est quand même terrible de voir ce constat-là. 6 ans. 6 ans qui n'auront servi à rien. Absolument à rien. Aujourd'hui, il faut repartir de zéro. Vraiment reprendre tout depuis le début, quasiment. Il ne reste
plus rien de l'association Aquamail, plus rien de l'aquaculture à Mayotte. Alors que c'est vrai, on l'a dit, on ne cesse de le redire, ça a toujours été considéré comme, forcément avec le lagon, comme le moteur de l'économie de demain. Il y avait une vraie filière porteuse d'emploi, porteuse aussi de développement pour l'île. Et aujourd'hui, force est de constater que on est au point mort, on repart en arrière, 6 ans en arrière. C'est vraiment un constat terrible. Maintenant, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a des repreneurs. Il y a un véritable projet. Captain Alandor le porte avec notamment la Copemaille. Ils sont en collaboration. Ils portent ce projet. J'ai pu avoir aujourd'hui Régis Maceo qui partait d'ailleurs pour le conseil maritime qui se tient à La Réunion, avec aussi énormément de pêcheurs, d'aquaculteurs qui viennent d'un peu partout dans l'océan Indien. Et il est vraiment en train de construire quelque chose. Il veut déposer un statut, le statut d'IMAP. Alors ça serait l'interprofessionnel mahoraise des aquaculteurs et des pêcheurs. Ça remplacerait d'ailleurs Captain Alandor. C'est un projet qui va être déposé prochainement, qui devrait peut-être au cours d'avril, mai, juin prochain être mis en place, avec notamment 5, branches de métiers. Bien entendu les producteurs, que sont les aquaculteurs, les pêcheurs. Mais ce n'est pas tout, il y a forcément les transformateurs, une deuxième branche. Il y a également les distributeurs, ça c'est logique. L'import-export qui serait une quatrième branche, mais aussi la recherche scientifique. Il souhaiterait notamment sur le site d'Ajangwa, Iloni-Ajangwa, installer un centre de recherche. Donc voilà, donc on voit c'est un véritable projet qui devrait voir le jour prochainement. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est qu'il faut repartir de zéro. Il faut injecter énormément d'argent. Et puis aussi, en ce qui concerne la nurserie, il va falloir de faire éclore à nouveau tous ces poissons. Donc c'est très très compliqué. Les alevins, aujourd'hui, le cheptel, il est médiocre. Donc vraiment, c'est un constat terrible. Alors pour ce qui est justement des financements, on l'avait vu à un moment donné, ça avait posé problème au niveau de ces fonds européens. Alors en voulant justement organiser la filière de manière plus professionnelle, ça permettrait également d'aller chercher ces fonds qui pourraient être salvateurs pour oui, la effectivement, mais encore une fois, le problème avec ces fonds, c'est qu'il faut les avancer, donc il faut avoir les moyens de les avancer. C'est compliqué d'injecter des centaines de milliers d'euros comme ça. Alors on sait, Régis Maceo a lui-même une entreprise, mais maintenant il va effectivement, transformer son entreprise. Il va faire changer de cap Captain Alandor. Mais maintenant, ça va quand même être compliqué de repartir à zéro, avec surtout de l'argent qui risque de rentrer dans plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc c'est ça aussi la vraie problématique, c'est quand on repart à zéro comme ça, ensuite derrière il y aura forcément des mois qui risquent d'être compliqués pour relancer la filière, un investissement. Lui se dit aujourd'hui prêt à faire ses investissements, mais il faudra qu'il y ait un retour sur investissement, sinon la filière, et encore une fois, s'il n'y a pas les aides, si les dossiers ne sont pas bien ficelés, si les fonds européens n'arrivent jamais, eh ben, la filière risque une nouvelle fois de mourir. Donc je pense que peut-être que ça sera un mal pour un bien, c'est cette mort de l'association Aquamail et d'une grande partie de l'aquaculture. Mais il faut surtout se souvenir et surtout réussir à prendre les leçons de cet échec pour avancer et vraiment développer cette filière. Là, on parle du côté des professionnels, mais du côté des consommateurs, comment ça se passe alors clairement ? Écoutez, les consommateurs, de toute façon, ils n'ont jamais vraiment joui de cette filière. Donc, pour eux, ça ne changera rien. À l'avenir, effectivement, on peut espérer. Il y a un espoir. Je pense qu'il faut garder cette note d'espoir, se dire qu'il y a aujourd'hui un projet, il y a eu un appel à projet de la part du conseil départemental qui aujourd'hui possède l'AOT. Alors ça aussi, c'est terrible. Quand on voit ces images, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour laisser cette dégradation? Ce terrain appartient quand même aujourd'hui au conseil départemental. Comment se fait-il qu'on en est là, cet état de délabrement? C'est quand même assez affligeant de voir ça. Maintenant, pour les consommateurs, effectivement, on espère tous, pour la création d'emplois, pour effectivement la filière de l'aquaculture, qu'elle va pouvoir enfin se développer. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et on continue toujours dans le chapitre économie, mais cette fois avec une excellente nouvelle, car comme nous venons de voir, si l'aquaculture peine à redresser la barre, l'économie sociale et solidaire, elle en revanche, se porte plutôt bien. En atteste la signature cet après-midi de cette convention triennale d'agrément, une convention signée par la préfecture de Mayotte, le conseil départemental et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, créée le 26 juin 2016-2014 et désormais reconnue association d'utilisateurs
d'utilité publique. La CRES va ainsi enfin pouvoir mettre en œuvre ses missions grâce à cette reconnaissance. Un sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Depuis ce jour, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRES, est enfin reconnue d'utilité publique. Créée en juin 2014, elle était jusqu'alors privée de toute mission faute d'agrément lui permettant d'exercer de plein droit. Depuis 2 ans, son président, le sénateur Thani Mohamed Soilihi, se bat à grands coups d'amendements pour que ce jour arrive enfin. Et au sortir de cette signature, il nous en dit plus sur cette chambre régionale. En fait, c'est une sorte de chambre pour structurer, pour promouvoir, pour regrouper toutes les structures, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales, qui ont vocation à travailler dans l'économie sociale et solidaire, avec la particularité que pour faire partie de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, ces structures doivent s'engager à consacrer une grande partie de leurs bénéfices au développement de l'activité et ou à l'embauche au sein de l'activité. Ce n'est pas par exemple comme dans une entreprise classique où l'entrepreneur, le chef d'entreprise peut faire ce qu'il veut de tout son bénéfice, il peut le mettre dans sa poche intégralement s'il le veut. La CRES jouera un rôle d'informateur en participant notamment au suivi et à l'accès au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, même si c'est également au-delà des frontières du territoire que la Chambre régionale est amenée à officier. Alors les missions, elles sont simples, c'est celle de créer un observatoire de l'économie sociale et solidaire, c'est précisé dans la loi et dans cette ordonnance, c'est faire ce qu'on appelle la promotion de l'ESS, notamment au travers du mois de novembre, le fameux mois de novembre de l'économie sociale et solidaire, qui est un mois consacré nationalement à la promotion des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi pour les CRES ultramarines une compétence reconnue par l'article 73 de la Constitution française, qui est une compétence du coup internationale, c'est-à-dire que la CRES de Mayotte, comme la CRES de La Réunion, comme la CRES de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane, ont vocation à rayonner sur l'ensemble de leur région périphérique, c'est-à-dire pour Mayotte, je ne vois pas comment on peut réfléchir le développement de l'économie sociale et solidaire sans tenir compte des réalités de nos voisins comoriens. En effet, l'économie sociale et solidaire ne peut se cantonner au seul territoire de Mayotte et a donc vocation à se développer dans la région océan Indien, un domaine véritablement porteur d'emplois sur une île taillée pour l'épanouissement de l'ESS. Mayotte, c'est pas la Guyane, il n'y a pas de l'or ici. Ce n'est absolument pas la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de nickel. On n'est pas la Réunion et ses infrastructures, notamment touristiques. Voilà, mais par contre, à Mayotte, ce qu'on a, c'est ce que disait le sénateur Thani, c'est-à-dire on a une tradition séculaire des échanges et des modes d'échange économiques. L'économie sociale et solidaire, à Mayotte, c'est dans son ADN depuis tout le temps. Prenez n'importe quel entrepreneur mahorais, quand vous lui demandez pourquoi il crée son entreprise ou son association ou son activité ou sa coopérative, la première des réponses qu'il va vous faire, c'est de créer de l'emploi. Je ne sais pas si Bill Gates, quand il a créé Microsoft, pensait à créer de l'emploi. Je pense qu'à mon avis, il voulait davantage créer de la richesse et devenir riche. Donc on est ici à Mayotte sur des éléments de réflexion et un rapport au monde qui est profondément ESS. Naturellement tournée vers l'économie sociale et solidaire, Mayotte possède désormais sa chambre régionale agréée association d'utilité publique. Une excellente nouvelle pour le département, tant de nombreux emplois devraient être créés dans ce domaine au cours des prochaines années. Et on continue avec cette grogne sociale qui sévit dans les établissements Balou depuis mardi dernier. Pour en parler avec nous, nous a rejoint sur le plateau Anissa Aderami, qui est secrétaire adjointe de la CGTMA en charge des entreprises. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on vient de le dire. Oui, je vous écoute. Alors, les salariés de Balou sont en grève depuis mardi dernier et jusqu'à maintenant, apparemment, rien de plus ne s'est passé. Depuis mardi, ils sont en grève, mais le 8, en fait, on nous a appelés pour faire ouvrir une négociation. Mais quand on est parti là-bas avec la direction, c'est des insultes qui
on nous a insultés. En fait, on m'a insulté plus moi que les salariés de Balou, parce que de toute façon, ça suffit. En fait, tout le temps, ils sont insultés dans leur travail. Du coup, ils sont toujours en grève. Mais même aujourd'hui, en fait, on les avait appelés pour aller négocier, mais quand ils sont partis là-bas, il n'y a aucun chef qui est là. Tous les patrons sont partis. Il reste que un DRH qui est là, mais il n'a pas la clé. Il a dit qu'il veut négocier, mais chez lui. Mais il a demandé aux salariés, en fait, qu'ils reprennent le travail sans négocier. Du coup, les salariés, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord. Ils vont rester toujours en mouvement, en sachant qu'ils sont en grève et leurs patrons, ils ne sont pas à Mayotte. Alors, au niveau de la plateforme revendicative, que revendiquent les salariés de Balou? Le grille de salaire, en fait, vu qu'ils sont insultés tous les jours, parce que des fois, on les appelle les femmes, on les appelle des salopes. Au lieu de les appeler de leur propre nom, on les appelle les salopes. Ça vient de la direction, ces propos? Oui, ça vient de M. Mebubou, en fait, le fils de M. Balou. Quand on est parti là-bas négocier avec lui, des fois, il m'a dit, tu peux aller réveiller mon père, qui te dit si le gars il était déclaré ou pas. Et ça, moi j'ai dit que c'est une insulte. Il respecte même pas son père déjà. Avec les insultes qu'il m'a insulté, moi j'ai dit je vais porter plainte, parce que je suis pas d'accord que quand on va là-bas pour négocier, on n'est pas parti là-bas pour se s'insulter, mais il m'a insulté devant tout le monde, et moi je suis pas d'accord. Même la CGT n'est pas d'accord, parce que en sortant de ces négociations, tout le monde était choqué. Même moi, j'étais choquée, parce que même les images, en fait, que votre collègue il avait fait, moi, j'ai pas pu parler parce que j'étais choquée. Même aujourd'hui, je me sens pas bien avec les insultes de ce monsieur-là. Alors du coup, les établissements sont fermés, les salariés ne travaillent pas, et quelle sera la prochaine étape? Les salariés ont dit ils vont rester toujours à la rue, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que s'ils reprennent le travail demain ou après-demain, ça va être pire que ce qu'on a vécu dans les autres années qui sont passées. Alors la direction, on m'avait dit, elle est partie, donc hors du département? Ils sont tous hors du département. La dernière personne, il est parti hier après-midi. Vous avez une date de retour? Il n'y a pas de date de retour. Quand on était parti là-bas, il nous a dit de toute façon, si vous voulez rester dehors, vous pouvez rester, mais de toute façon, ça sera au mois de janvier qui va ouvrir une négociation, ou bien que c'est au mois de janvier qui va retourner à Mayotte. Du coup, ces salariés-là, ils sont tous seuls. Les portes sont cadenassées, il n'y a personne qui parle avec eux. Là, on m'a dit cet après-midi que comme quoi, il y a un directeur qui n'a pas les clés de Balou, mais il veut négocier, mais c'est ça, chez lui. Mais nous, on va négocier avec quelqu'un qui n'a pas les patrons, on n'est pas d'accord. De toute façon, on va écouter, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous dire demain. Parce qu'on les a juste proposé, vous reprenez le travail, mais il n'y aura pas de négociation. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, parce que comme ils ont commencé depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord de reprendre le travail pour les insulter plus que ça. Alors, vous êtes de la CGTMA, est-ce que d'autres syndicats soutiennent ce mouvement? On est 2 syndicats. Il y a la CFDT, parce qu'il y a des délégués de la CFDT et de la CGTMA. Du coup, c'est tout le temps, moi je suis là. Il y a un autre camarade de la CFDT qui est avec moi. Même ce jour-là, il était présent quand on nous a insultés, parce que je n'étais pas la seule, mais moi, vu que j'étais la seule femme, le directeur, le responsable, en fait, le DRH, il n'a même pas hésité. Même, il a même traité de son beau-frère d'un poteau. Mais si vous parlez, moi je suis le patron, mais lui c'est un poteau, du coup, si vous voulez vous adresser, c'est avec moi, mais pas avec le poteau. Mais là ça se voit qu'il n'y a pas de respect envers les salariés, ils en ont le bol. Ils ont dit, ils vont rester, même si 1 mois, mais ils ne sont pas d'accord. Mais là, on va essayer encore de revoir avec la DIECT qui ouvre une négociation, en sachant qu'il n'y a personne qui va négocier avec nous. Jusqu'à maintenant, donc du coup, les négociations, les discussions sont au point mort. Vous attendez le retour de la direction. On se tiendra au courant de la situation dans les semaines à venir. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Okay, merci beaucoup.
Et depuis hier et durant 4 jours, 2 formateurs venus tout droit de la Réunion sont à Mayotte afin de dispenser aux membres des radios associatives du département une formation technique, fonctionnement, différents métiers, démarches administratives. Tout y est passé en revue. Objectif, permettre aux médias associatifs mahorais de se développer, mais aussi et surtout de les inciter à réclamer les subventions leur permettant de mieux se structurer. Plus de précisions dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. À Mayotte, nombreux sont les domaines où les formations manquent cruellement. Et le monde des médias n'y échappe pas, notamment en ce qui concerne les radios associatives. Depuis hier, des formateurs réunionnais sont sur le territoire pour le plus grand bonheur de stagiaires issus des différentes radios associatives mahoraises. Nous avons appris sur l'État sans formation et maintenant que nous sommes en formation, nous voyons vraiment la nécessité que les animateurs soient formés parce qu'il y a des choses toujours qu'on apprend. Et c'est une formation très fructive et nous apprenons beaucoup. Sur tous les côtés, aussi bien la technique que la technique d'animation, la technique sur le plan matériel, tout. En effet, une dizaine de modules ont été mis en place afin que les stagiaires acquièrent l'ensemble des compétences nécessaires au fonctionnement et au développement d'une radio, que ce soit en termes d'animation comme de gestion administrative du média. Le territoire, par rapport à d'autres départements d'outre-mer, vous n'avez pas beaucoup de radios associatives et ici vous avez besoin d'aide à la fois en termes de formation sur le plan technique, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des difficultés à ce niveau, mais aussi sur le plan de l'animation et de l'administration même des radios associatives. En effet, les démarches administratives font souvent défaut et la plupart des radios associatives du département ne bénéficient pas des subventions auxquelles elles peuvent prétendre. Un véritable frein que cette formation a pour mission de lever. C'est des difficultés d'ordre financier seulement. Oui, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés techniques parce que ce ne sont pas des radios de riches où ils ont des sous pour injecter là-dedans. Vous savez que dans toute chose qu'on fait, il faut des sous. C'est pourquoi les radios associatives sont limitées financièrement, mais disons qu'ils sont actifs et aussi à leur façon. Ils contribuent à la vie de tous les jours au niveau des associations, au niveau de la ville, au niveau du village. En effet, les bénévoles de tous âges participent à travers leur radio à la vie quotidienne de leur village. Une véritable vocation chez certains qui, au fil des heures d'antenne, prennent mais surtout donnent beaucoup de plaisir à leurs auditeurs. Il n'y a pas d'âge pour faire de la radio, ça concerne à la fois les jeunes, les moins jeunes et les personnes plus âgées. L'essentiel, c'est d'avoir cette motivation qui va se transformer en passion et ça va permettre ensuite, quand ils vont passer derrière le micro, s'exprimer avec plaisir et donner une certaine ambiance sur l'antenne. Et cela va réagir forcément sur les auditeurs parce que ce qui est l'objectif final, c'est quand même proposer de l'animation aux membres de la population, leur proposer un programme qui à la fois les informe, les divertit et qui passe un bon moment en écoutant la radio. Cette formation doit notamment permettre aux stagiaires d'offrir davantage de professionnalisme et de rigueur sur les ondes. C'est en tout cas l'objectif recherché par Radio Parole et Chiconi FM qui ont utilisé leurs propres subventions pour permettre aux autres radios du département de se développer. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 13 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. L'Airbus A320 nouvellement acquis par la compagnie Interrail a lancé ses premiers vols commerciaux hier. Pour l'occasion et jusqu'au 22 décembre, une campagne promotionnelle permet aux voyageurs de bénéficier de billets à 200 € aller-retour sur toutes les destinations desservies par la compagnie. Mais alors que cet Airbus de 150 places devait être basé à Mayotte, tous les départs se feront finalement de Moroni. En effet, pour l'heure, la compagnie comorienne n'a toujours pas obtenu les autorisations de desserte commerciale avec l'A320 des aéroports français de Mayotte et de La Réunion.
Dans ces conditions, l'Airbus desservira Dar es Salaam, Majinga, Tananarive et l'île Maurice au départ de la capitale comorienne. Les voyageurs des 2 îles françaises devront eux se rendre aux Comores pour pouvoir bénéficier des vols inter-îles. La compagnie ajoute néanmoins qu'elle espère très vite faire bénéficier ses tarifs préférentiels à bord de l'A320 aux habitants de Mayotte et de la Réunion. Depuis plusieurs mois, les maires des différentes communes de l'île usent de tous les moyens légaux pour tenter de mettre fin à la délinquance. À ce titre, la communauté de communes de Petite Terre vient de prendre une mesure forte. Jeudi dernier, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'est réuni pour la seconde fois cette année. Et face aux chiffres qui ne cessent d'augmenter dans ce domaine, à Dzaoudzi, l'Abattoir et Pamandzi, le Conseil a décidé de publier un arrêté réglementant la circulation entre 20h et 5h du matin de tout mineur de moins de 18 ans, non accompagné par l'un de ses parents ou son tuteur légal. Tout déplacement ou rassemblement en groupe non préalablement autorisé de plus de 5 individus mineurs est également interdit de 20h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire public de Petite Terre. Le rugby français entame sa révolution. Fin du projet de grand stade, sponsor sur les maillots, vote électronique, réforme territoriale, promotion du 15 de France sur l'ensemble du territoire national. Depuis l'élection du nouveau président de la fédération Bernard Laporte, les promesses de campagne se traduisent en actes. À ce titre, l'ancien sélectionneur avait annoncé que les Outre-mer ne seraient pas oubliés, notamment lors des tournées d'été. Une excellente nouvelle pour Mayotte puisque dès le mois de juin prochain, l'équipe de France de rugby passera par Mayotte et par la Réunion au retour de sa tournée en Afrique du Sud. L'île aux Lagons aura donc la chance d'accueillir les stars du rugby français lors d'une visite qui promet déjà d'être riche en sourires. Et enfin, dans la prolongation de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'association Fahamou Maïcha a inauguré samedi dernier son premier distributeur de préservatifs en collaboration avec la mairie de Dembéni, en partenariat avec la RSOI et la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Cette action vise à améliorer l'accessibilité de ce moyen de protection, et ce, dans tout le département, puisque 6 autres distributeurs seront inaugurés ce mois-ci. Un reportage avec Adèle Laurent. Cela fait maintenant 2 ans que l'association Fahamou Maïcha porte ce projet de distributeur de préservatifs. Les 2 questions qui se posaient étaient de savoir si ces distributeurs seraient utilisés par la population et s'ils ne seraient pas vandalisés. En partenariat avec la RSOI et la CSSM, l'association met donc en place ce mois-ci, et ce à titre expérimental, 7 distributeurs dans différentes communes de l'île. Le président de l'association nous explique l'intérêt de cette action. Dans différentes actions qu'on menait, on disait de se protéger, mais souvent on nous retoquait comment se procurer des préservatifs pour se protéger. Il y a des préservatifs, mais c'était centré sur Mamoudzou, ou souvent à des horaires de bureau, 16h, 8h, 16h. Et souvent, on sait que la plupart des gens sortent le week-end, sont dans les milieux festifs, et souvent c'est là où il y a des rencontres. Donc du coup, c'est là où il y a éventuellement le risque, d'où la nécessité d'avoir une accessibilité 24 sur 24 répartis dans tout le département, de moyens de se protéger. Et samedi dernier, c'est dans la commune de Dembéni que le premier distributeur de préservatifs a été inauguré. Et Fahamou Maïcha travaille en étroite collaboration avec les mairies afin de mener à bien ce projet. C'est notre rôle donc de participer donc à ces initiatives, donc la mise en place donc des distributeurs de préservatifs, puisque pour nous c'est une éducation, une sensibilisation. Et bien sûr, dire éducation, ça revient donc aux compétences bien sûr des élus des communes. Et les mairies ont également à charge de déterminer le lieu d'implantation de ce distributeur. À Dembéni, le choix s'est porté sur la Maison des Jeunes et de la Culture. Le lieu a été choisi par rapport à la fréquentation des jeunes. Donc ici, la MJC, donc ça veut dire c'est la maison des jeunes. Et comme on peut le voir ici à Dembéni, moi j'ai pris la décision, les élus ont pris la décision de le poser à la MJC parce que les jeunes se regroupent ici quotidiennement et ils sont tous là. Donc on voulait que la boîte soit visible par tous et accessible par tous. Et le prix a également été rendu accessible. En effet, la boîte de 5 préservatifs est vendue à 50 centimes dans ces distributeurs, soit 10 centimes l'unité.
Quant au rechargement de ceux-ci, les bénévoles de Famou Maïcha, aidés d'agents de la mairie, feront en sorte qu'il y ait toujours des préservatifs à disposition dans ces distributeurs. En effet, cette accessibilité est nécessaire, comme nous l'explique Bouana Saïd Sindou. Jusqu'à maintenant, et ça, on insiste beaucoup sur ça, le seul moyen de se protéger contre les IST de façon générale, et en particulier du VIH-Sida, c'est d'utiliser le préservatif. Les préservatifs sont effectivement la clé pour éviter les infections sexuellement transmissibles, mais aussi les grossesses précoces, enjeu majeur de santé publique. Et cela, la jeunesse l'a bien compris. On a bien aimé la façon qu'on a posé ça, ça nous arrange. Parce que des fois on cherche des préservatifs, on n'en a pas. Donc là c'est bien, c'est un truc très très bien. Il n'y a pas de honte, c'est notre santé, on se protège. Donc c'est l'avenir. Après Dembéni, ce sont Chirungi, Kombani, Dzoumonier, Mamoudzou et Pamandzi, communes carrefour de l'île, qui se verront installer un distributeur de préservatifs avant la fin du mois. Une avancée primordiale pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles à Mayotte. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Bonne suite de programme à vous sur KTV et à demain.